prend là, c'est qu'on voit quelque chose qui a l'air terriblement simple. En fait, on voit la pointe de l'iceberg. Derrière, il y a 200 composants qui vont en fait générer toutes les dimensions du temps à partir des minutes. Et donc, tout ceci, en fait, on ne vous le montre pas, parce qu'il y a beaucoup de marques qui vous montrent l'intérieur. Nous, c'est un choix qu'on a fait. Une montre, ça, pour nous, c'est un produit qui vous donne l'heure, et donc tout le reste est en fait pas tellement relevant au jour du jour. Évidemment, le ROX, ça bouge, ça tourne. La montre, en fait, le visage de la montre change, un peu comme le temps change tout le temps. Et donc, c'est une métaphore de l'évolution du temps. Tous les modules, tous les composants sont montés sur des roulements à billes en rubis. Donc, typiquement, sur le disque principal, c'est une douzaine de rubis qui permettent en fait cette rotation. On part de la minute, ça c'était dans votre question, donc on part du mouvement de base qui lui ne génère que la minute. Et à partir des minutes, la complication ROX va générer toutes les autres dimensions du temps, donc la date, le jour, les heures, les minutes. Le runner, c'est sur les types 5, on le voit bien, hein, c'est la petite aiguille qui tourne très vite là. C'est parce que c'est une indication de la montre qu'elle fonctionne. Et puis la température, c'est pas le ROX qui génère la température, mais c'est le système qui permet de garder sa position. Donc le ROX c'est entre 107 et 215 composants. Sur une type 5, c'est 142 composants, alors que le mouvement, il en fait 89. Donc c'est pour vous donner une idée de la complexité du système. Autre chose très unique, c'est que nos montres sont réellement trois-dimensionnelles. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? En fait, toutes les montres que vous connaissez sont deux-dimensionnelles et demi. Ça veut dire que vous avez des couches plates qui sont les unes sur les autres, ce qui donne la dimension, la troisième dimension. Mais elles sont toutes parallèles les unes aux autres. Les axes sont tous parallèles les uns aux autres, sont toujours perpendiculaires au pont. Alors que sur un module Ressence, tout est incliné. Tous les axes sont sous un angle. Et en fait, quand on prend la calotte d'un module Ressence, qui est donc une sphère, un morceau de sphère, si on la prolonge, vous arrivez à environ la taille d'une balle de bowling. Donc si on prend un petit cercle de 32 mm sur une balle de bowling, vous allez arriver sur une surface qui est aussi courbée qu'un module Ressence. Mais donc, tous les axes virtuellement traverse le centre de la boule de bowling. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas un axe qui est droit. C'est unique dans l'horlogerie. Vous ne verrez pas d'autres montres qui ont ça. On n'a pas de couronne, donc je ne peux pas vous l'indiquer. Ça, vous connaissez, hein, le système qui fonctionne par l'arrière, donc on tourne l'arrière. Et donc, pour bien comprendre, il y a beaucoup de gens qui demandent « Oui, mais est-ce que je peux aller en marche arrière et en marche avant quand je fais la mise à l'heure ?» Ben oui, parce qu'en fait, ça n'a aucune influence sur la montre. Quand vous mettez à l'heure, en fait, vous tournez toute la montre. Il n'y a que la carrure qui ne bouge pas, en fait. Tout le reste tourne. Donc, la carrure, en fait, c'est un anneau dans lequel tout bouge. Et donc, quand je tourne le fond, je tourne le mouvement qui est lui relié au module. Donc, quand je tourne le fond, je tourne le mouvement et je tourne le module. Quand j'arrête de tourner le fond, j'arrête de faire tourner physiquement le mouvement, mais il y a son axe qui tourne, qui lui est relié au module. Et donc ça n'a aucun impact technique sur la montre de la mettre à l'heure. Sur la type 3, on a aussi le système pour la mettre, pour le fixer. Donc en fait, parce qu'elle a les 100 mètres, le joint devenait trop dur et donc on a mis un système qui lock, qui comprime en fait le joint pour arriver au 10 ATM. Sinon c'était trop dur à la mettre à l'heure. Le fait d'avoir de l'huile dans nos montres, donc dans la partie supérieure, c'est complètement plein d'huile. Pour avoir une idée, c'est le volume d'un expresso qu'il y a dans la montre, un petit italien. C'est grâce à l'huile qu'on obtient l'effet water drop, donc la goutte d'eau, l'effet comme si tout se trouve à l'extérieur de la montre. Ça, c'est la raison, je dirais, esthétique de le faire. Vous avez un meilleur contraste de lecture, c'est noir-blanc, c'est très lisible, c'est ça qui donne vraiment cet effet spécifique à une montre Ressence. Cette réalité augmentée en fait. Et l'idée de pouvoir toucher les aiguilles alors qu'il y a quand même un saphir entre. Mais l'huile a aussi des avantages techniques. J'imagine que vous
pouvez vous sentir ça. Si je prends cette feuille de papier, et je mets une goutte d'huile sur la table, je la mets dessus, en fait elle va commencer à coller par adhésion, ça va coller un petit peu. Par contre, si je mets la feuille dans un verre d'huile, il va flotter librement. Et donc, c'est un peu la même idée, c'est que d'habitude on met un peu d'huile sur les axes d'un mouvement, d'une complication, et non, jamais sur les roues dentées, on met souvent sur l'axe. Ça colle un petit peu, quoi. Même si ça huile, ça colle un peu. Par contre, si on met tout dans l'huile et qu'on remplit tout, vous avez en fait des composants qui sont huilés à 360 degrés. De plus, quand vous les mettez tous dans l'huile, je vais prendre Laurent comme exemple parce que je veux pas... Si Laurent il est assis sur une chaise et que j'essaye de le tourner, je vais avoir un peu de mal, ça va être dur. Par contre, si je mets Laurent sur sa chaise dans une piscine, je vais pouvoir le tourner à un doigt. Ouais, je préfère. Et c'est... Dans l'huile même. Dans un bain d'huile. Et donc, c'est le même principe pour le système, la complication. Comme tous ces composants sont dans l'huile, en fait, ils sont en suspension dans l'huile. Et donc sont relativement moins lourds pour le mouvement, pour le faire fonctionner. Et la preuve, c'est que sur une type 1, qui n'aime pas d'huile, vous perdez environ 15 à 20 degrés d'amplitude quand vous chargez la complication sur le mouvement. Alors que sur une type 3 ou une type 5, on est entre plus ou moins 10 degrés. Donc vous perdez beaucoup moins d'énergie en fait sur une montre avec de l'huile dedans. Donc c'est un avantage sur la réserve de marche, sur la précision. Enfin, c'est toujours mieux d'avoir une montre qui a besoin de moins d'énergie pour fonctionner. On est bien d'accord qu'il n'y a que le ROX qui... Parce qu'en fait, l'huile, elle se dilate et elle se contracte. Quand il fait chaud, l'huile va se dilater. Quand il fait froid, l'huile va se contracter. Et donc, on devait éviter d'avoir des bulles dans nos montres. D'ailleurs, c'était une des points qu'on avait vus. Pourquoi est-ce que on a ça? En fait, comment est-ce que ça marche? Vous avez un côté l'huile et un côté air. Ces soufflets se trouvent en fait autour du mouvement. Il y en a 7 en total. Donc, c'est sur d'anneaux qui se trouvent autour. C'est le principe d'un accordéon en fait. Quand il fait froid, l'huile se contracte. L'huile se contracte et donc pour éviter d'avoir une bulle, le soufflet va compenser ce volume, ce changement de volume. Il va prendre la place en fait de l'huile qui part. Et quand il fait très très chaud, l'huile va se dilater, elle va pousser et donc le soufflet lui va s'écraser. Pour que ce volume en fait qu'on a ici se vient en plus, lui va le prendre. Vous voyez? Donc ça c'est le principe des soufflets. On en a 7 parce que ce sont si petits qu'on en avait besoin de 7. Mais les montres sont remplies à moins 15 degrés. Donc quand les montres sont assemblées, on laisse une ouverture. Elles vont dans un congélateur la nuit et le matin les horlogers les ferment, donc à moins 15 degrés. Donc à partir de moins 15 degrés, vous avez une pression positive dans la montre. Encore une fois, c'est pour éviter d'avoir une bulle. Qu'est-ce qui se passe des fois? C'est que vous avez une bulle thermique. Ça veut dire que si je prends cette montre qui est là à 22 degrés, je la mets toute dans un congélateur en une fois, en fait la surface extérieure va refroidir très très vite, trop vite pour que les soufflets arrivent à le compenser. Et ça donne une toute petite bulle qui va partir après un temps parce que la pression des soufflets va faire que ce gaz redevient liquide après un moment, mais ça prend un peu de temps. Et ça, c'est des choses qui arrivent des fois, mais ça n'arrive pas toujours. Je n'ai pas encore trouvé pourquoi scientifiquement j'ai des montres qui l'ont et qui ne l'ont pas. Donc ça, je dois chercher, mais ça part toujours, mais des fois, elles sont plus sensibles. En tout cas, on les teste. Chaque montre est testée jusqu'à 70 degrés. Sous une lampe rouge comme ça, juste au-dessus, tu vois les lampes pour les poussins. Juste au-dessus de la montre, on les met. Et donc, d'habitude, elles sont à 27 degrés au poignet, puisque votre peau est à 27 degrés. Donc, le petit système qui vous donne la température de l'huile, en fait, c'est une représentation graphique de la position de ces soufflets. Sur le mouvement, qui tourne comme la minute. Et puis, il y a les mêmes, en miroir, dans l'huile. Et entre les deux, il y a une paroi qui les sépare. Donc les champs magnétiques, en fait, ils traversent cette paroi. Et donc quand la minute tourne, ben, celles qui sont dans l'huile vont suivre. Et c'est comme ça qu'en fait, on fait la connexion magnétique entre les deux.
physiquement, ça ressemble à ça. Vous avez un disque extérieur qui est dans l'huile et un disque intérieur qui est dans l'air. Et donc, quand on a la partie air, et puis vous en avez un qui est dans l'huile, les deux sont séparés par une paroi qui va comme ça. Donc ça c'est la paroi, en fait c'est une membrane en titane, c'est ça ce qu'on appelle la membrane en titane, puisque c'est très fin. Et donc les champs magnétiques passent à travers pour faire la connexion. Donc en fait ils passent comme ça, à travers, chaque fois. Pour éviter que les champs magnétiques n'influencent le fonctionnement de la montre, il y a en fait des paires chaque fois. Et donc en fait on crée un champ magnétique fermé, des flux qui sont en fait tout à fait fermés. Donc on crée en fait un flux. Et pour accentuer ce flux, on a des conducteurs de champs magnétiques qui vont fermer la boucle. Et ça permet en fait d'avoir une concentration du champ magnétique. Pas irradier. Voilà, et pas irradier le mouvement. Et donc parce que pour le champ magnétique, c'est plus difficile de traverser l'air que de traverser ces conducteurs. Et donc ils vont se concentrer, et donc l'énergie magnétique est concentrée autour de ça, et donc la connexion est plus forte grâce à ça. Et donc on peut mettre des aimants moins forts pour avoir la même force de connexion. Et puis il y a toujours un tout petit peu de résiduel, hein. Les aimants, ça fonctionne comme ça, ils créent des petits champs entre eux-mêmes. Et donc là on a une paroi, une sorte de blindage qui est fait dans un métal qui s'appelle du mu-métal, c'est un alliage qui est spécialement développé pour ça, qui reprend en fait le restant. On a fait des tests il y a 3 mois, j'ai été dans un institut en Allemagne qui fait des mesures de champ magnétique, et en fait au niveau du mouvement, il nous reste l'équivalent du champ magnétique terrestre dans le mouvement, donc il reste presque rien, ça n'a presque plus d'influence une fois qu'on est là. Le dernier chose que je vais vous expliquer, c'est comment on fait pour que les types 5, la connexion magnétique ne se déconnecte jamais. En fait, c'est grâce au fait qu'on a un système d'absorbeur de choc hydraulique. En fait, alors je vais la faire bouger un petit peu. Donc vous savez la petite aiguille qui est là, vous la voyez bouger. C'est supposé être la seconde, mais ça tourne en 90 secondes. Et en fait, en dessous, vous avez des pales sous ce disque. Vous ne les voyez pas évidemment, mais en dessous c'est des pales. Et entre ces pales, comme tout est dans l'huile, entre ces pales il y a de l'huile partout. C'est rempli d'huile. Et quand la montre a un coup violent, ce disque va tourner 40 fois plus vite que le grand. Et quand il tourne 40 fois plus vite, en fait l'huile qui se trouve entre les pales va être éjectée par centrifuge. Comme si on vous met sur un jeu d'enfant comme ça qui tourne, hop, et on s'envole quand ça tourne. C'est le même principe. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On a bridé la sortie. L'huile ne sait que s'échapper par la fente entre l'index, donc cette pièce-là, et le disque même. C'est très peu, c'est 5 centièmes de millimètre. C'est très fin entre les deux. Et donc, dans un fonctionnement normal, cette huile peut passer sans problème. Par contre, quand il y a un choc, et qu'elle accélère si vite, l'huile ne sait pas s'échapper, et en fait ça va créer une friction sur la rotation, parce que l'huile ne sait pas partir, elle va freiner ce disque, il ne sait pas tourner, ce qui fait que le grand module par lequel lui est connecté par un système de roue dentée, en fait la distance qu'il va faire entre les aimants, ça ne va jamais être assez loin pour que les aimants se déconnectent, et donc il reste toujours assez près pour qu'il reste connecté, il ne se déconnecte jamais. Voilà, j'ai terminé. Alors,